Alors, on va entamer ici ce que l'on appelle les problèmes d'optimisation à une variable. Et c'est une matière qui fait suite à ce qu'on a vu sur le calcul des dérivés et qui est essentiellement basé sur un fait que nous avons déjà abordé en classe et que l'on avait appelé la variation d'une fonction. Alors, ces problèmes sont essentiellement basés sur le fait suivant. Donc, suivant. Imaginons qu'on ait une certaine fonction f. Donc, on a une fonction f. Qui est dérivable. Donc, c'est une fonction qui possède une dérivée et dont on peut éventuellement déterminer l'expression éthique de la dérivée. Eh bien, ce qu'on avait expliqué en classe, c'est que si on sait que la dérivée en un certain réel x est positive, alors la fonction f est croissante en x. C'est-à-dire que globalement, elle monte. Oui, plus grande ou égale à 0, donc positive. A contrario, quand la dérivée est négative, ce qu'on avait expliqué, c'est que la fonction f, elle est décroissante. En ce nombre x. Alors ça, c'était très sympa, parce qu'à partir de cette petite observation, on avait travaillé essentiellement sur les tangentes, qui étaient des droites croissantes ou décroissantes, on en avait déduit que grâce à l'étude de cette dérivée première, on était capable de déterminer les points où la fonction f allait être maximale et minimale. Autrement dit, on était capable de déterminer les extrémums de f. Donc, pour petit rappel, imaginons que la fonction f monte puis descende. Donc ici, avec une dérivée qui serait positive et là une dérivée qui serait négative. Eh bien, on sait que entre le moment où elle monte et entre le moment où elle descend, eh bien, la fonction f atteindrait ce qu'on appelle un max local. Et dans un autre sens, si la fonction descend et puis qu'elle monte, eh bien, on sait qu'entre ces deux moments, eh bien, la fonction atteint ce qu'on appelle un minimum local. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de fonctions dont on aimerait savoir, tiens, quand est-ce qu'elle atteint un maximum local ou quand est-ce qu'elle atteint un minimum local. Alors, je vais tout de suite donner un exemple. Donc, qui est l'exemple suivant. Donc, on a ici un problème où on donne les prévisions de consommation d'électricité à Bruxelles, donc pour un après-midi de février, et ces prévisions sont données par une certaine fonction. Donc que voici, qui est essentiellement un polynôme en une variable t, et c'est un polynôme de degré 4. Alors ceci est censé donner la consommation d'électricité, donc exprimée en mégawatts. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Et où la valeur de t, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est le temps, le nombre d'heures qui se sont écoulées après 12 heures, donc après midi.
Donc par exemple, si je prends t qui vaut 1, je regarde ici la consommation d'électricité à 1h de l'après-midi. Si je prends t qui vaut par exemple 6, je regarde ici la consommation d'électricité à 6h de l'après-midi. D'accord ? Et donc, je regarde cette fonction, donc, qui va donner la consommation d'électricité sur l'après-midi, pour des temps t qui vont varier entre 0 et 8 heures. Donc, je vais regarder la consommation entre midi, donc, qui va correspondre au temps t égale 0, et 8 heures de l'après-midi. Et cette consommation, évidemment, elle varie au cours du temps. Parfois, l'après-midi, les gens sont à leur travail, et donc ils ne consomment pas beaucoup d'électricité à leur domicile. Et puis, une fois qu'ils rentrent chez eux, là, on a un pic de consommation d'électricité, et on aimerait bien savoir, tiens, quand est-ce que ce pic de consommation, donc c'est-à-dire quand cette fonction va atteindre son maximum, quand est-ce que ce pic va être atteint, afin de prévoir une éventuelle saturation du réseau, une saturation de la demande en électricité. Donc c'est intéressant pour les entreprises, par exemple qui produisent de l'électricité, de savoir, tiens, quand est-ce que une certaine fonction va atteindre son maximum ou atteindre éventuellement un minimum. Alors, pour ce faire, donc une fois qu'on a la fonction qui va modéliser la demande en électricité, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour essayer de prévoir où sont les minimums et les extrémums, on va effectuer ici une étude de la dérivée première de cette fonction. Donc pour prévoir les extrémums de la demande, on va commencer par dériver la fonction qui est ici. Donc on va calculer la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire faire la dérivée de toute cette expression. Boum, 30 t cube moins 94,5 t carré plus 5840. Et je vais dériver. Alors ici, c'est le calcul de dérivée somme toute classique. Donc je vais me demander, tiens, est-ce que je suis face à une dérivée de base ? Est-ce qu'il faut que j'applique une règle de calcul ? Ici c'est assez simple, je vois immédiatement que je suis face à la dérivée d'une somme de fonctions. Et donc, je peux tout à fait distribuer ma dérivée sur chacun des termes. Donc, dérivée moins 2,25 T4 plus la dérivée de 30 T cube moins la dérivée de 94,5 T carré plus la dérivée de 5840. Voilà. Et je n'oublie pas le prime qui vient ici. À nouveau, une fois que j'ai appliqué ma règle de calcul, je me pose la question, tiens, est-ce que je suis face à des dérivées de base ou est-ce qu'il faut que j'applique une nouvelle règle de dérivation ? Alors je vois que dans chacune des dérivées ici, j'ai un coefficient que je dois donc sortir de mon calcul de dérivée. Donc T4' plus 30 T cube prime moins 94,5 T carré prime plus 5840 prime. Et maintenant, je n'ai plus que des dérivées de base à calculer. Alors, dérivée de T4, bien entendu, c'est 4 T cube. Dérivée de T cube, c'est 3T carré. Dérivée de T carré, c'est 2T. Et dérivée de 5840, c'est la dérivée d'une constante. Ça fait 0. Alors, une fois que j'ai calculé ceci, je peux m'amuser à simplifier l'expression. Ce que je vais faire de ce pas,
Alors, égalité. Alors, on avait moins 2,25 fois 4, mais ça fait moins 9. Donc, moins 9 t cube. On avait 30 fois 3, 30 fois 3, ça fait 90. Donc, plus 90 t carré. On avait 94,5 fois 2, ça fait 189. Donc moins 189 t. Et ici on a 0, 0, ça fait 0. Alors, il faut que je détermine le signe de cette fonction, donc qui est l'expression de la dérivée. Et donc pour ça, il faut que je commence par l'égaler à 0. Alors a priori c'est un polynôme au cube, donc il faudrait que j'applique une méthode de factorisation, par exemple avec un algorithme d'Horner. Mais ici, je vois que l'exercice a été bien pensé, parce que je peux directement voir qu'on sait mettre t en évidence. Et même mieux que ça, on peut mettre moins 9t en évidence. En fait, les trois coefficients qui sont ici sont des multiples de 9. Donc je peux mettre moins 9t en évidence. Alors ici, il va me rester t carré. Ici, il va me rester moins 10t. Et là, il va me rester 189 divisé par 9, c'est-à-dire 21. Le tout devant être égal à 0. Et maintenant, j'ai un produit qui vaut 0. Donc ça, c'est assez simple à résoudre. De ce côté-ci, l'unique possibilité, c'est que t fasse 0. Et de ce côté-là, c'est une équation du second degré. Pour en déterminer les racines, il faut que je passe par un calcul du delta. Donc, moins 10 au carré, moins 4 fois 21. Donc, ça fait 100 moins 84, c'est-à-dire 16. Quelle chance, ça va donner une belle valeur. Alors, la première solution, ce sera 10 moins la racine du delta, c'est-à-dire 4 sur 2, qui va donc me faire 3. Ou l'autre possibilité, 10 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 7. Et donc ici, j'ai les trois valeurs possibles que je peux donc désormais mettre dans un tableau de signes. Donc 0, 3, 7, pouf, 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 pouf. Alors, je vais mettre ici... Alors, puisque ma dérivée s'écrit maintenant comme un produit, pour calculer le signe d'un produit, je dois commencer par déterminer le signe de chacun des deux termes, c'est-à-dire de moins 9t et de t carré moins 10t plus 21. Alors, moins 9t, on a dit que sa racine c'était 0. Alors, comme c'est du premier degré avec un signe négatif, eh bien c'est plus à gauche et c'est moins à droite. T carré moins 10t plus 21, les deux racines sont en 3 et en 7. À l'extérieur des deux racines, je mets le signe t carré qui est ici positif. Donc ce sont des plus, plus, plus à l'extérieur et un moins à l'intérieur. Et en fait ceci, je peux désormais calculer le signe de ma dérivée. Alors, celui-ci, plus plus, ça va faire plus. 0 fois plus, ça va faire 0. Un négatif fois un positif, ça fait moins.
Un négatif fois 0, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Moins par 0, ça fait 0. Moins par plus, ça fait moins. Et voici donc le signe de ma dérivée seconde. Connaissant désormais le signe de la dérivée seconde, de la dérivée première, pardon, excusez-moi, je peux maintenant m'amuser à calculer la variation de la fonction de base, qui était la fonction qui me donnait la demande en électricité. Donc je sais que ici, la fonction va être croissante, puisque sa dérivée est positive. Je sais qu'ici, la fonction va être décroissante, parce que la dérivée va être négative. Je sais qu'ici, la fonction va être croissante, puisque la dérivée est positive. Et je sais que là, la fonction va être décroissante, puisque la dérivée va être négative. Je remarque donc que cette fonction atteint un max local en 0, qu'elle va atteindre un min local en 3, qu'elle va atteindre un max local en 7. Alors, je peux désormais m'amuser à faire ce qu'on appelle un graphe grossier de la fonction, c'est-à-dire je ne vais pas obligatoirement être précis, il va juste me falloir positionner certaines valeurs. Alors, pour dessiner le graphe de ma fonction de façon très imparfaite, on est bien d'accord. D'accord. Alors, je remarque que t est compris entre 0 et 8. Donc je peux tout à fait, donc les t ici 6, donc je peux tout à fait me contenter des valeurs pour t qui seront comprises entre 0 et 8, et complètement oublier la partie du graphe de la fonction qui sera avant la valeur 0, et complètement oublier la valeur du graphe qui sera après 8. Donc autrement dit, je vais juste regarder ce qui se passe à droite de 0, et ce qui se passe avant 8. Alors entre 0 et 8, il ne faut pas que j'oublie d'inclure les valeurs 3 et 7, puisque celles-là sont bien entre 0 et 8. Donc on va dire que 3 est là. Donc c'est très grossier, on est bien d'accord. 7 est ici. Et maintenant, il faut que je détermine la valeur de la fonction f en 0, en 3, en 7 et en 8. Donc je calcule f de 0, je calcule f de 3, je calcule f de 7, je calcule f de 8. Alors ça, c'est assez simple. Il suffit de prendre la fonction de base qui est ici et de remplacer la valeur de t soit par 0, puis par 3, puis par 7, puis par 8. Donc pour 0, ça fera moins 2,25 fois 0 exposant 4, plus 30 fois 0 exposant 3, moins 94,5 fois 0 exposant 2, plus 5840, ce qui me fera 5840. Et alors on a dit que cette fonction s'exprimait en mégawatts. Donc 5840 mégawatts de prévu, autant t qui vaut 0. Alors je recommence ce calcul pour chacune des trois autres valeurs, c'est-à-dire 3, 7 et 8. Alors en 3, j'ai déjà fait le calcul à part. Je sais que ça va faire 5617,25 mégawatts. Donc on va aussi préciser qu'ici ce sont des mégawatts. Ici, j'en aurai 9877,25 mégawatts. Et ici, j'en aurai 5936 mégawatts. Donc je positionne chacune de ces quatre valeurs en ordonnée. Donc 5840, 5617.
Donc on aura la plus basse des valeurs qui sera 5617,25, 5617,25. On aura 5840. On aura également 5936. Et alors, bien sûr, le graphe ici n'est pas du tout à l'échelle, donc c'est vraiment très grossier, 9877,25. Donc, techniquement, celui-ci devrait être beaucoup plus haut, mais c'est un graphe grossier. Alors en 0, je suis ici. En 3, je suis ici. En 7, je suis en 9877,25. Et en 8, je suis en 5936. Et donc, je vois que globalement, entre 0 et 8 heures de l'après-midi, la demande en électricité va avoir cette allure-ci. Ça va ressembler à ça. Alors, quand est-ce que la consommation sera la plus basse? Eh bien, essentiellement à 3 heures de l'après-midi. C'est là où la demande sera la moins forte. Évidemment, les gens sont globalement à leur travail. Et donc, chez eux, il n'y a pas beaucoup d'électricité qui est demandée. Et là où la demande sera la plus élevée, où on a un pic de demande au niveau de la consommation électrique, c'est à 7 heures du soir, ce qui se conçoit assez bien, puisque c'est à cette heure-là que les gens rentrent chez eux, qu'ils font à manger, qu'ils font leur vaisselle avec leur lave-vaisselle, etc., etc. Voilà, c'est un exemple de problème d'optimisation. On a déterminé la valeur la plus basse et la valeur la plus haute d'une fonction. En l'occurrence ici, la fonction qui décrivait la demande en électricité. Alors, un autre exemple de problème d'optimisation, où là la fonction à optimiser n'est pas directement donnée. Donc je me suis ici je me suis amusé à tracer un rectangle et j'ai donné des dimensions. Donc pour ce côté-ci, la dimension ce sera x carré plus 1. Et pour ce côté-là, la dimension ce sera 1 sur x. Avec x qui est une valeur variable qui est strictement positive. Et on se demande, tiens, quelle valeur faudrait-il donner à x pour que l'aire de ce rectangle soit minimale, c'est-à-dire soit la plus petite possible. Alors, il faut remarquer que, tiens, en fonction des valeurs que je vais donner à x, ici, l'aire du rectangle, elle va changer. Imaginons que je prenne une valeur de x qui soit, par exemple, de 2. Ici, j'aurai un côté qui ferait 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 5. Et là, j'aurai 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Si je calcule l'aire d'un rectangle qui aurait des dimensions de 5 et de 1 demi, ça ferait une aire de 2,5. Si je regarde avec une valeur de x qui vaut 10, ici j'aurai 10 au carré plus 1, c'est-à-dire 101. Et là, j'aurai 1 sur 10, c'est-à-dire 1 dixième. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai comme surface 101 fois 1 sur 10, c'est-à-dire 10,1. Donc, en fonction de la valeur qu'on va donner à x, l'aire du rectangle va être modifiée. Et nous, ce qu'on cherche à savoir, tiens, est-ce qu'il y a une valeur pour laquelle l'aire du rectangle va être la plus petite possible, c'est-à-dire minimale. Alors, ça passe encore par un calcul de dérivée. Et il faut commencer ici par déterminer la dérivée de la fonction qui va donner l'aire du rectangle. Alors cette fonction, c'est assez simple. C'est la fonction l'aire du rectangle. Tout le monde sait que l'aire d'un rectangle, il suffit de multiplier la longueur des deux côtés. Donc c'est-à-dire qu'ici, le premier côté c'est x carré plus 1. Et le deuxième côté c'est 1 sur x. Donc si je simplifie un peu mon expression,
Ben, j'ai x carré plus 1 au numérateur et j'ai x au dénominateur. Et moi, ce que je cherche à savoir, tiens, quand est-ce que cette fonction qui va donner l'air en fonction de la valeur de x, quand est-ce que cette fonction va être minimale? Alors, pour ça, ben, il faut déterminer le minimum de cette fonction, et ça passe par un calcul de dérivée. Donc, je dois commencer par dériver cette fonction, c'est-à-dire calculer la dérivée de x carré plus 1 sur x prime. Je me pose la question, tiens, est-ce que cette fonction est une dérivée de base ou est-ce que je dois appliquer une règle de calcul? Alors ici, on voit assez facilement que c'est la dérivée d'un quotient. Donc je dois appliquer la règle de calcul qui correspond, c'est-à-dire commencer à faire la dérivée de x carré plus 1 fois x moins x carré plus 1 fois la dérivée de x, le tout étant divisé par le carré du dénominateur. Et ici j'oublie le prime. Donc, question, est-ce que j'ai des dérivées de base? Non. Ici j'ai la dérivée d'une somme. Donc je dois réappliquer la règle de calcul qui correspond, c'est-à-dire faire x carré prime plus 1 prime fois x moins x carré plus 1 fois x prime, le tout sur x carré. Là, maintenant, j'ai trois dérivées à calculer, qui sont trois dérivées de base. Donc, je sais que la dérivée de x carré, ben, ça fait 2x. Donc, j'ai 2x. La dérivée de 1, je sais que ça fait 0. Ici, j'ai x. Et je sais également que la dérivée de x, ça fait 1. Le tout devant être divisé par x carré. Alors, je simplifie mon expression. Donc ici, j'ai 2x plus 0, ben, ça fait 2x, fois x, ben, ça me donne 2x carré. Et ici, ben, j'ai x carré plus 1 fois 1, ben, ça fait x carré plus 1. Donc moins x carré, en distribuant le moins sur toute la parenthèse, moins 1. Le tout étant divisé par x carré. Et en effectuant la simplification qui s'impose, ben, j'obtiens x carré moins 1 sur x carré. Et je me dois désormais d'étudier le signe de cette fonction. Alors pour ça, comme c'est un quotient, je dois m'amuser à calculer les racines du numérateur et les racines du dénominateur. Alors, s'y a-t-elle? Donc, je dérive. Non, pardon. Donc, je suis amené à calculer, d'une part, les racines de x carré moins 1. Mais ça, c'est facile. C'est soit x qui vaut 1 ou x qui vaut moins 1. Je dois également calculer les racines du dénominateur, c'est-à-dire x carré. Et ça, il n'y a qu'une seule solution, et c'est x qui vaut 0. J'ai toutes mes racines, et je peux donc maintenant calculer le signe de ce quotient, donc dans un grand tableau de signes. Donc je positionne toutes ces valeurs, moins 1, 0, et 1. Donc au-dessus j'avais x carré moins 1, en dessous j'avais x carré. Alors je sais que ici c'est 0 en moins 1 et en 1.
À l'extérieur des deux racines, je mets le signe de second degré qui est ici positif, donc plus 1, plus, et donc moins à l'intérieur. Alors ici, j'ai du second degré, mais qui ne possède qu'une seule racine. Et donc partout ailleurs, je dois mettre le signe du carré qui est ici positif. Alors ça se comprend assez bien, parce qu'un nombre au carré, c'est toujours positif. Donc ça fait sens. Ceci étant fait, je peux désormais calculer le signe de ma dérivée, donc A'. Donc ici, un positif divisé par un positif, ça fait un positif. Un nombre égal à 0 divisé par un positif, ça fait 0. Un négatif divisé par un positif, ça fait un négatif. Un négatif divisé par 0, là je ne peux pas. Un négatif par un positif, c'est un négatif. 0 divisé par un positif, ça fait 0. Un positif divisé par un positif, ça fait du positif. Qu'est-ce que j'en déduis? Que puis-je en déduire? Eh bien, que ma fonction A ici, elle va monter. Ici, elle va descendre. Ici, elle va descendre. Et ici, elle va monter. Donc ici, en théorie, j'ai un max local. Et en théorie, ici, j'obtiens un min. Alors, il faut se souvenir que la valeur du x que l'on recherche est strictement positive. Donc c'est-à-dire plus grande que 0, 0 non inclus. Ceci signifie que dans mon tableau, je peux complètement oublier toutes les valeurs de x qui sont situées à gauche de 0 et ne retenir que les valeurs de x qui sont donc plus grandes que 0. Ce faisant, je remarque que lorsque la valeur de x est égale à 1, l'aire de mon rectangle est minimale. Quand x égale 1, quand x égale 1, l'aire du rectangle est minimale. Est minimale. Et pour calculer l'aire de ce rectangle, eh bien, il suffit maintenant, dans l'expression qui va donner l'aire, de remplacer la valeur de x par 1. Donc, calculer a de 1, qui va donc être égal à 1 au carré plus 1, divisé par 1. Et ça, eh bien, ça nous fait 2. Et c'est la plus petite aire possible que l'on peut avoir avec le rectangle dont les dimensions sont données par x carré plus 1 et 1 sur x. C'est la plus petite aire possible que l'on puisse obtenir. Je vous remercie.